toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents dans cet atelier éco dédié au nouveau nucléaire, au renouveau du nucléaire. On l'appelait un peu de manière un peu ambitieuse révolution nucléaire. Comme vous le savez, c'est un secteur qui est en train de changer, de se remettre après une longue période d'hibernation, on peut dire, ou de calme. Et là, on répare parce qu'on a compris que c'est une énergie décarbonée, souveraine et indispensable pour nos sociétés. Je suis Massimiliano Picciani, je suis responsable sectoriel innovation à la direction de l'innovation BPI France, en charge des domaines nucléaires et métaux critiques. Et j'ai le plaisir et l'honneur de discuter de ces sujets aujourd'hui avec nos invités. Marie-Delphine Louveau, chargée R&D innovation pour Nuclear Valley, les pôles Nuclear Valley et pour les GIFEN, qui est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire. Roland Chatagnon, CEO de Eutetic, société équipementier et qui fait par ailleurs partie de la promo des accélérés de l'accélérateur nucléaire EPI France. Nathalie Collignon, directrice innovation d'Orano, et Julien Tissot, responsable R&D chez EDF, donc les exploitants, les grands industriels du domaine. L'idée est de comprendre vraiment comment le secteur se remet en ordre de marche et quel est l'apport de l'innovation pour relancer les domaines nucléaires, innovation sur l'ensemble de la filière. Donc les centrales, mais aussi les cycles de combustible, les mines, les déchets, les usines, donc tout ce qui est nécessaire pour faire une évolution et permettre à cette énergie de continuer à nous chauffer, à nous donner de la lumière, à nous aider dans nos démarches au quotidien. Je vais commencer par Marie-Delphine. Marie-Delphine, quelle est, du côté du GIFEN, vous avez une vision très importante de la filière, de l'ensemble des équipementiers. Quel est pour vous l'impact, donc quel est votre rôle déjà? Qu'est-ce que vous faites pour alimenter ces besoins d'innovation dans le nucléaire d'aujourd'hui? Oui, merci Massimiliano. Donc effectivement, alors je suis à la fois Nuclear Valley et GIFEN. Nuclear Valley, c'est le pôle de compétitivité du français du nucléaire civil et de la défense. Et le GIFEN, c'est le groupement des industriels français du nucléaire. Dans ces cas, voilà, donc je suis chargée de mission innovation au sein de Nuclear Valley, détachée en partie au GIFEN pour piloter notamment la commission recherche, développement, innovation. Où sont représentés au bureau les grands exploitants, notamment les grands industriels. Nathalie est notamment un membre éminent, représente Orano et un membre éminent du bureau qui est présidé par Bernard Salat, le directeur technique d'EDF. Nuclear Valley, c'est un organisme parapublic, donc c'est un pôle de compétitivité qui est financé par plusieurs directions de l'État et par des collectivités locales, et avec environ 450 adhérents. En fait, l'innovation, c'est vraiment au cœur de notre ADN. On a une première mission qui est nationale, qui est une délégation de service public conférée par le Premier ministre pour rendre éligibles à des aides publiques des projets de R&D et d'innovation que présentent les organismes de la filière nucléaire, typiquement les guichets qui sont opérés par BPI, par la BPI. Des missions régionales pour l'animation économique et l'animation des thématiques emploi et formation. Côté pôle, les travaux du pôle avec ses adhérents consistent principalement à faire de l'idéation collective, collaborative, de trouver des solutions aux besoins d'amélioration de la performance dans tous les domaines et de mettre en relation les acteurs de l'innovation. C'est pour ça que là j'ai besoin de mes notes. Le fonctionnement du pôle est organisé et structuré en 4 grands domaines d'activité dits stratégiques pour le nucléaire. Alors, pour pas en oublier aucun: conception, réalisation d'équipements, exploitation et maintenance, démantèlement, recyclage, stockage et cycle du combustible, génie civil et béton nucléaire. Et également 3 commissions thématiques que sont le numérique, le médical et la robotique. Et dans le même temps, pour revenir au GIFEN, effectivement, la commission recherche, développement, innovation du GIFEN identifie et rend lisibles
les terrains d'innovation stratégiques dans lesquels l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière a besoin ou est attendu. Et nous travaillons sur 4 grands axes. Nous travaillons sur 4 grands axes. Ce qu'on appelle le premier long-term operation, les opérations long terme. On y reviendra, je pense, en deuxième partie. Le cycle des combustibles et des filières déchets, les nouveaux réacteurs à eau et les réacteurs innovants. Et bientôt, un 5e axe nous permettra de mettre en évidence et de travailler collectivement sur les innovations dont ont besoin l'assainissement et le démantèlement. Alors, je ne sais pas si tu souhaitais que je développe plus dès maintenant. Alors, pour développer plus dès maintenant, typiquement pour le premier axe. Le premier axe, c'est les installations existantes, le parc existant, donc aussi bien les centrales que les installations nucléaires de base. On a besoin de prolonger, prolonger la durée de vie de ces installations. Vous en avez peut-être entendu parler. On espère prolonger les centrales de 40 à 50, 60, voire 80 ans. Évidemment, ça demande de moderniser beaucoup d'éléments. Moderniser également les usines du cycle, que ce soit celle de la mine, de la conversion, de l'enrichissement, du traitement ou du recyclage. Et de moderniser l'outil industriel expérimental qui concerne de nombreux industriels. On peut penser aux chaudronniers, aux fondeurs, mais aussi aux centres d'essai. Le deuxième axe sur lequel le GIFEN travaille, c'est donc le cycle des combustibles et des filières déchets. Je vais être très succincte, je préfère laisser Nathalie parler sur ce sujet. Un des grands sujets sont les combustibles pour les réacteurs à eau sous pression et en particulier son multi-recyclage, puisqu'on cherche à améliorer le cycle et à gérer de manière plus qu'intelligente les déchets avec un grand vœu qui est celui de fermer le cycle. Mais on n'en parle pas trop aujourd'hui. Pour tous ces sujets, on a établi une grande cartographie de l'innovation, une première il y a 2 ans, pour quels sont tous les sujets d'innovation qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Alors je vais en citer que quelques-uns parce qu'on en a atteint une centaine très facilement. Pour citer que quelques-uns, on peut travailler sur des nouveaux matériaux métalliques, des bétons innovants, performants, la nouvelle façon de fabriquer des composants avec des imprimantes 3D d'un nouveau genre, d'intégrer la maintenance prédictive ou tous les outils de simulation et de visualisation 3D. Pour le 3e axe dont on parle aujourd'hui, mais c'est pareil, je laisserai Julien développer plus avant, juste après. Donc pour le PR2, on pensera en particulier à des nouvelles méthodologies, des nouveaux modes projet. On peut parler aussi de nouveaux modes constructifs, la construction modulaire en particulier, à l'ingénierie augmentée pour faciliter le travail des opérateurs qui donc bénéficieront d'une plus grande valeur ajoutée dans leur travail, dans leur quotidien. La supply chain augmentée et en intégrant toutes les technologies de l'industrie 4.0 dont on va continuer de discuter juste maintenant. Alors donc moi je suis un peu à la croisée de tous les industriels, de toutes les innovations, j'ai cette chance. Et donc je suis très généraliste, mais vous l'aurez compris, on est une industrie riche en métiers techniques et donc très très consommateur d'innovation. Et collectivement, nous sommes bien plus forts. Merci beaucoup Marie-Delphine. Je vois que nous faisons salle comble, ce qui montre bien l'intérêt, le retour d'intérêt pour le nucléaire. Roland Chatagnon, vous êtes président d'Eutectic, qui est une entreprise justement qui se lance, qui démarre son activité dans ce secteur, et vous êtes aussi accéléré. Donc, je vous laisse vous présenter un peu votre rôle et les raisons pour lesquelles vous vous rapprochez du nucléaire maintenant. Oui, alors tout à fait. Alors, moi, j'ai créé Eutectic il y a 4 ans. On est une société qui conçoit et qui fabrique des équipements sous pression principalement et un petit peu de structure. Donc on a démarré avec des activités dans la chimie et puis très vite on a pris le cap du nucléaire avec l'attrait du marché qu'il y a avec les EPR.
Et puis, on cherchait aussi à développer vraiment notre process qualité, donc avec des certifications comme la 19443. Et donc, voilà, on travaille aujourd'hui pour des gens comme CEA, EDF et différents acteurs, aussi des gens plutôt en mode start-up sur des SMR, AMR. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et après, donc chez nous, très concrètement, on est dans un très vieux métier. Hein, c'est des métiers qui datent de Eiffel. Hein, voilà. Et j'aime bien dire de Eiffel à la fusion, puisqu'en fait, la chaudronnerie, on la retrouve un peu partout dans ces constructions. Elle est également très importante sur la partie sûreté, puisque si on prend le réacteur, hein, qui est la pièce la plus critique, c'est une pièce chaudronnée. Et c'est un métier qui a stagné pendant énormément d'années et qui aujourd'hui est en train de muter complètement avec la révolution numérique. Donc qu'est-ce qui amène ces mutations? C'est déjà un axe qui vraiment change tout, c'est la partie tomographie, c'est-à-dire qu'on sait donner des yeux aux machines. Alors, aujourd'hui, le problème d'un chaudronnier, c'est qu'il fait de la soudure et quand on soude, on déforme. Donc, on a toujours des pièces qui sont un petit peu approximatives et on se doit de garantir, on va dire, une qualité parfaite pour livrer des appareils sur la partie nucléaire. Donc, pour ce faire, en fait, aujourd'hui, le métier est en train de se numériser avec vraiment sur des opérations de fabrication de la robotique, des têtes orbitales de soudage, de l'impression 3D, on en a parlé. Il y a aussi des choses qui changent au niveau des contrôles, typiquement avec la radio numérique, par exemple, qui finalement apporte on va dire des finesses de contrôle qui sont beaucoup plus poussées. Un point dont je n'ai pas parlé aussi avant la fabrication, c'est sur la partie conception. Aujourd'hui, voilà, on sait faire des simulations de plus en plus fines sur les sollicitations qu'on peut avoir. Hein. La radioactivité est assez créer une espèce de fatigue sur les équipements, donc il faut anticiper tout ça. Et quand on parle de rallonger la durée de vie des équipements, on est là-dedans. Et après, voilà, donc toute la partie contrôle, notamment aussi avec des lunettes connectées qui permettent aussi des fois de pouvoir faire des superpositions de pièces entre ce qu'on fabrique en atelier qui doit remplacer un équipement en place et ce qui est réellement sur place, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est on va dire d'augmenter l'objectif de l'innovation dans cette partie construction. Alors, je ne vais pas savoir trop vous parler de l'exploitation des centrales nucléaires, mais en tout cas, voilà, sur cette partie fabrication qui nous concerne pleinement, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent et même les compagnons qu'on recrute aujourd'hui, il y a cette fibre, on va dire, un petit peu de robotique, numérisation qui arrive avec une industrie qui se tourne plutôt vers du 4.0. Et finalement, pour une société comme nous, qui sommes très jeunes, on arrive à être compétitif parce qu'en fait, on passe pas forcément trop par la case traditionnelle et on essaye d'aller tout de suite sur, on va dire, les nouvelles technologies, quoi. Voilà. Merci. Nathalie Collignon, Orano a lancé un programme, ça marche. Orano a lancé un programme d'innovation d'envergure très ambitieux sur l'ensemble de ces usines, l'amont, l'aval, l'ouverture aussi à de nouvelles technologies. Récemment, vous avez aussi eu des activités sur les batteries, donc c'est vraiment très très large et amené à une usine, amené dans les cycles du combustible. Il y a l'usine 4.0, la robotique. Donc, je te laisse présenter tout ça. Mais tu as tout très bien résumé, donc on va détailler un peu plus. Merci beaucoup, Massimiliano. Merci à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois des personnes qui sont encore debout. Au fond, vous pouvez vous rapprocher. Il y a des places devant. Il y a des endroits, il y a des places. Hein.
N'hésitez pas. Hein. Allez-y. Ça nous fera plaisir de vous avoir tout près de nous. Et ce temps est décompté de mon temps de parole, évidemment. Bon, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Massimiliano, sur ce renouveau du nucléaire, c'est effectivement une dynamique enthousiaste, évidemment, et prometteuse qui s'offre à nous. Et après une période où, effectivement, c'était un peu plus noir. Et on parlait, et voire de fermeture de centrales, ce qui, d'ailleurs, est arrivé, malheureusement. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que chez Orano, on se réjouit collectivement de cette nouvelle dynamique, de cet optimisme. Et je crois que c'est un mot qu'on l'envoie affiché partout là sur le salon, donc je me permets de le rappeler. Et puis aussi de cette volonté de la filière nucléaire de se renouveler. Donc je vais vous parler peut-être un peu plus du cycle du combustible. Hein. Orano, j'hésitais à vous le rappeler, mais je me dis que peut-être ça vaut le coup de se rappeler qu'effectivement, nous sommes acteurs du cycle du combustible nucléaire, de l'exploration-exploitation minière, donc l'exploration, la production du coup d'uranium naturel, au retraitement et au recyclage du combustible usé pour refabriquer du combustible. Donc cette stratégie effectivement de recyclage et de multi-recyclage aussi. Et puis de nombreuses activités en complément, des sujets effectivement d'obtention d'une très bonne qualité de l'uranium pour pouvoir l'enrichir, et des activités aussi de service, puisque l'on conçoit, on a une business unit spécialisée dans la conception, donc une ingénierie, conception de nos usines, de la logistique pour le transport du combustible usé par exemple, et puis une business unit qui s'occupe d'apporter des services aux exploitants, qu'ils soient d'Orano, mais aussi chez EDF, mais aussi au CEA. Et donc, dans cette dynamique renouvelée, je dirais, ça nous conduit à, premièrement, pérenniser nos activités, bien sûr, comme tu le disais, hein, Marie-Delphine, hein, prolonger la durée de vie d'un certain nombre de nos usines, mais aussi se projeter pour construire l'aval du futur. Et je vous en dirai quelques mots. Comment ça se traduit en matière de stratégie pour le groupe ? D'abord, c'est une stratégie de continuer, de poursuivre l'amélioration de la performance de nos activités. Ça, c'est clé. Ça permet de pérenniser nos usines dans la durée. Ensuite, c'est réussir la mise en œuvre de nos opportunités de développement dans notre cœur de métier, mais aussi, comme tu le disais, Massimiliano, dans d'autres secteurs d'activité, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et on en est très fiers. Et puis, évidemment, c'est se projeter sur la construction de l'aval du futur, avec, on le rappelle, hein, la prolongation de la durée de vie de nos installations existantes qui opèrent déjà depuis une bonne 50aine d'années. Et puis, la préparation de l'outil industriel de demain qui est déjà en cours de conception, dont les premières usines devraient voir le jour en 2040 et qui seront en opération jusqu'en 2125-2130. Donc ce sont des horizons, vous le voyez, assez lointains et qui vont nous intéresser en matière d'innovation, évidemment, parce que sur ces 3 axes stratégiques qui animent le groupe que je viens de vous rappeler, les enjeux d'innovation sont effectivement majeurs. Le premier, il est relatif à l'accélération du déploiement des technologies de l'industrie 4.0. Alors aujourd'hui, on parle des technologies de l'industrie 4.0, tu l'évoquais tout à l'heure.
Nous, on commence à parler déjà des technologies de iX0 parce que, avec ce qui se passe, en particulier sur les développements de l'IA générative, l'association de l'IA avec toutes les autres technologies, ce sera bientôt l'I5.0 et I6. Donc, on les a appelés iX0, comme ça, on reste à la page toujours. Ça veut dire, en gros, c'est utiliser ces nouvelles technologies. Alors, vous allez me dire, elles sont nouvelles. Non, vous les avez intégrées, vous, dès le démarrage de vos activités. Pour le cycle du combustible nucléaire qui opère ces usines depuis plus de 50 ans, oui, elles peuvent être nouvelles. Donc, tout notre enjeu, c'est s'assurer qu'on arrive effectivement à améliorer la productivité de nos installations, à améliorer la sécurité de nos opérations en activant ces technologies-là. Qu'elles soient, alors je vais peut-être en lister quelques-unes, mais ça passe par les capteurs intelligents qu'on va pouvoir apporter en complément des capteurs déjà existants, évidemment de l'IA conventionnelle, mais aussi de l'IA générative, avec la petite difficulté c'est que nos documents industriels sont des documents multiformats, donc il n'y a pas que des mots. Il y a des documents qui peuvent être aussi assez anciens et donc qui ne sont pas, qui sont difficilement lisibles par les IA génératives d'aujourd'hui. Et donc, on a développé aussi des programmes pour rendre tous les documents dont on a besoin lisibles, éditables et puis analysables par ces IA génératives. Tu parlais de robots tout à l'heure. Effectivement, les robots, c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que dans nos activités, on est chimiste et mécanicien aussi, avec l'avantage et l'inconvénient de manipuler une matière qui est radioactive. Donc l'enjeu, sera évidemment de faire en sorte que les collaborateurs qui travaillent dans ces usines se retrouvent le plus possible éloignés de cette matière. D'où l'intérêt de travailler avec des robots qu'on espère voir se miniaturiser pour pouvoir intervenir partout, à tout moment, pour des missions d'inspection, d'intervention, de surveillance, etc. Et puis, je vous le disais, on a des opérateurs qui sont au quotidien au contact, même si c'est éloigné de cette matière ou qui pourrait être au contact de cette matière radioactive. Donc, utiliser la réalité virtuelle pour préparer nos opérateurs aux interventions, utiliser la réalité augmentée pour s'assurer à leur apporter l'aide qui convient pour réaliser ces interventions, ce sont des technologies qui sont clés aussi pour nous. Donc ça, c'est plus pour les sujets de performance. Tout à l'heure, on parlait de la diversification de nos activités. Effectivement, en matière d'innovation, on a un enjeu que tout le monde ne connaît peut-être pas, qui est de valoriser nos matières et les technologies assez uniques qu'on a développées dans le cadre de nos activités dans le cycle du combustible nucléaire. Et la beauté du cycle du combustible nucléaire, c'est qu'on a à notre disposition quasiment la totalité des éléments de la table de Mendeleïev. Et dans cette table, il y a des éléments qui ont beaucoup de valeur. Et on essaye effectivement d'en développer, d'explorer des opportunités de croissance en valorisant ces matières ou les technos. Alors les matières, c'est par exemple le plomb 212 pour l'alpha-thérapie. Et donc notre filiale Oranomed développe des traitements contre le cancer en valorisant le plomb 212. Et puis, on valorise aussi les technos qui nous permettent de séparer l'uranium dans des autres minerais dans la mine pour séparer le lithium, le cobalt, le manganèse des batteries que l'on espère recycler. Donc, c'est ce qui explique la raison pour laquelle on se lance dans cette activité-là. Il y a un autre enjeu et il n'est pas des moindres parce que quand on parle de la prolongation de la vie, de la durée de vie de nos installations, quand on parle de la construction de nos usines de nouvelles usines qui vont opérer jusqu'en 2130, souvent je pose la question à nos collaborateurs, mais où serons-nous à cette époque-là ? On sera tous morts, vous aussi je le crains.
je compte sur nos petits-enfants pour les opérer. Et donc, c'est arriver à se projeter sur les ruptures qui ne sont pas que des ruptures technologiques, à mon sens, mais qui sont aussi des ruptures culturelles, organisationnelles, sociétales, sur la façon dont et le lien ou le rapport qu'on aura au travail, d'abord, le rapport qu'on aura à l'usine et à la production de façon générale. Donc ça, c'est un enjeu qui est assez important et qui est assez difficile à attraper aujourd'hui. En tous les cas, on y travaille. Tout en s'assurant que quand on est en train de construire nos nouvelles usines ou quand on est en train de rallonger la durée de vie de nos usines existantes, elles soient parfaitement intégrées dans nos territoires. C'est clé pour des questions d'acceptabilité sociétale, mais aussi pour des questions d'attractivité. Et on en parlera, je pense, le sujet des embauches et effectivement des reformations, des recrutements, etc. Voilà, donc sujet d'anticipation et d'attractivité dans nos territoires. Et puis, pour parvenir à cela, bien sûr, des technos, on l'a vu, mais aussi, surtout, un état d'esprit. Un état d'esprit qui favorise la culture d'innovation. Et ça, je pense s'il y a des entrepreneurs dans la salle, vous savez que c'est très important. Et dans le grand groupe que nous sommes, cette culture d'innovation, on essaye de la diffuser au maximum, au plus grand nombre, pas qu'à nos scientifiques, technologues ou ingénieurs, mais très largement, pour qu'effectivement, on puisse oser faire ce pas de côté qui est nécessaire au succès de l'innovation. Merci beaucoup. Julien Tissot, EDF fait face à des défis importants pour la suite. La prolongation du parc, ça a été dit, les EPR2 qui vont venir. Comment l'innovation peut aider EDF à saisir tous ces défis? Merci Massimiliano, bonjour à tous. Ce qui est bien avec EDF, c'est qu'on n'a pas trop besoin de présenter ce qu'on fait. Le gros de notre activité, c'est produire de l'électricité en très grande majorité bas carbone avec les énergies renouvelables, l'hydraulique et bien sûr le nucléaire dont on va parler aujourd'hui. Et puis les services associés, on a par exemple une filiale qui s'appelle Dalkia qui est beaucoup présente sur les services énergétiques et les réseaux de chaleur. Pour ce qui concerne le nucléaire en particulier, si on regarde chronologiquement, on a déjà le passé à gérer. Donc effectivement, Nathalie, tu as parlé beaucoup de déchets. Les déchets, c'est notre exploitation passée des réacteurs nucléaires. On a le démantèlement des réacteurs à assumer. Ensuite, on a le présent. Le présent, c'est exploiter en toute sûreté et de manière performante notre parc de centrales en France, mais aussi au Royaume-Uni. Et puis, on a le futur. Le futur, continuer d'exploiter ce parc au maximum et le renouveler. Par des EPR2 en France, des EPR qui sont en cours de construction au Royaume-Uni. Donc si on commence par le passé, le démantèlement, à première vue, on peut se dire que ce n'est pas forcément un terrain très propice à l'innovation. C'est des centrales qui ont été construites dans les années 50, démarrées dans les années 60, des vieux plans perdus dans des archives. Et pourtant, c'est un formidable terrain de jeu pour l'innovation. Parce que justement, on a besoin, tu en parlais Nathalie, de préparer des interventions dans des milieux qui sont radioactifs. Donc on a besoin d'avoir des maquettes 3D pour pouvoir préparer les installations alors qu'on a uniquement des vieux plans papier dans des tiroirs. Donc on a développé beaucoup de méthodes de travail basées sur la numérisation. On a en particulier une filiale qui s'appelle Cyclife Digital Solutions qui fait des scans 3D et ensuite des créations de maquettes pour pouvoir s'entraîner, pour que les opérateurs puissent s'entraîner à intervenir sur les centrales pour limiter la quantité de rayonnement qu'ils vont recevoir et pour optimiser les temps de chantier. Et puis, tu en as parlé également, la robotisation, quand on doit découper une ancienne cuve de réacteurs nucléaires, bien évidemment, il est bien préférable de faire ça à distance avec des outils robotisés. Donc, on voit déjà que c'est un beau terrain de jeu et qu'on innove beaucoup sur le démantèlement des centrales. Sur les déchets, on fait ça de façon très proche avec Orano. Si on passe au présent, bien sûr, c'est exploiter de manière performante nos centrales nucléaires et en toute sûreté. Donc,
un des indicateurs pour EDF de la performance, c'est d'avoir des arrêts de tranche, donc les périodes où on arrête la centrale pour faire la maintenance assez courtes. Donc ça veut dire une bonne préparation en amont. Donc là aussi, on retrouve des choses que tu as évoquées, Roland, de la réalité virtuelle pour préparer les intervenants à l'avance, des outils de simulation en 3D pour étudier le déplacement des gros composants, par exemple, des outils d'optimisation de planning. On va faire des variations de planning pour voir qu'est-ce qui peut coincer lors d'un arrêt de tranche. Et la performance, c'est aussi avoir un processus industriel qui est performant. Alors, je ne résiste pas à la tentation de parler d'une start-up interne qu'on a créée, parce qu'on est à Big quand même, qui s'appelle Metroscope. Donc, c'est un projet intrapreneurial à EDF, lancé par des chercheurs de la R&D, qui en fait crée un jumeau numérique, donc un modèle informatique qui va calculer en direct le fonctionnement du processus, et derrière va comparer ce résultat numérique à la réalité qui vient de l'instrumentation des réacteurs, et qui va inférer avec des modèles de type intelligence artificielle des leviers d'amélioration de la performance, dire telle vanne est potentiellement fuyarde, ou tel échangeur est potentiellement encrassé. Donc c'est un outil qui marche particulièrement bien, qui a été déployé sur une centaine de centrales en France, mais aussi à l'international, et pas que à EDF. Donc l'innovation, c'est aussi avoir des centrales qui sont plus performantes et donc qui au final produisent plus d'électricité. Et si on parle maintenant du futur, un enjeu important pour EDF, c'est de continuer à exploiter ces centrales. On a 57 centrales en France qui sont en exploitation. On a aussi des centrales au Royaume-Uni. Et donc toute année gagnée, c'est de l'électricité bas carbone au service de la France et des Français. Donc notre objectif, c'est d'aller, on aimerait bien à 60 ans, voire même au-delà. Et ça nécessite de nombreux travaux, notamment beaucoup de simulations numériques avec des outils de calcul pour simuler l'évolution des matériaux, de l'expérimental aussi pour faire vieillir les matériaux, et également beaucoup de contrôle. Et effectivement, tu parlais de tir radio numérique, Roland, c'est des choses qu'on regarde de près. Donc un tir radio, c'est un peu comme une radio pour votre corps humain, mais pour des soudures. Et actuellement, elles sont argentiques. Donc ça nous bride. On peut difficilement faire de l'analyse de données, appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, alors que si on fait de la radio numérique, comme une photo numérique, on peut derrière tirer beaucoup plus de choses. Donc c'est des choses qu'on utilise sur le parc et qu'on regarde aussi beaucoup pour nos chantiers. Donc ça, c'est le futur du parc existant. Et puis il y a le futur, le remplacement du parc. Donc là, on tombe dans les échéances un peu dont parlait Nathalie. C'est de construire des centrales qui fonctionneront jusqu'en 2100, 2120. Donc vraiment préparer l'avenir à très long terme. Et c'est le programme EPR2. Alors je ne sais pas, Massimiliano, si tu souhaites que j'en parle tout de suite ou plutôt après. Tout de suite. Oui. Donc l'EPR2, qu'est-ce que c'est ? C'est une évolution de l'EPR qui est en train de démarrer à Flamanville et qui est en train d'être construit à Hinkley Point en Angleterre. Évolution, et non pas révolution, pour reprendre le titre de notre table ronde. Évolution, parce qu'en fait, on a simplement cherché à avoir un réacteur qui est tout aussi sûr, mais qui est plus économique, car plus rapide à construire. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été simplifiées pour accélérer le chantier au niveau de la conception du réacteur. Maintenant, la conception du réacteur, elle est terminée, et les enjeux, ils sont sur le chantier. Sur comment construire des EPR2 rapidement. Notre objectif, c'est de construire 3 paires d'EPR2 à Penly, puis à Gravelines, puis à Bugey, et d'apprendre au fur et à mesure de cette construction, de capitaliser les connaissances, les innovations, pour réussir à construire rapidement. Et c'est quoi rapidement ? Notre PDG précédent nous avait fixé l'objectif ambitieux de 70 mois. Donc 70 mois, donc c'est un peu moins de 6 ans. C'est en gros ce que les Chinois font de mieux actuellement. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. Et je pense que sans innovation, on n'arrivera pas. La maîtrise industrielle ne suffira pas. Il faut en plus trouver des méthodes de travail innovantes sur les chantiers pour réussir. Donc est-ce que je garde ça pour la suite ? Peut-être. Merci beaucoup pour ces interventions très, très, très riches. Quand on parle d'innovation, on parle de compétences, de nouvelles compétences, d'un besoin de formation, d'un besoin aussi de bousculer les procédures, les acquis, les process bien établis, ce qui parfois n'est pas facile pour un monde comme le nucléaire où tout est très codifié du fait des risques, des radioprotections et tout ça.
comment on fait? Comment on fait matcher l'innovation avec un monde bien établi et codifié comme le nucléaire? Je crois que la question était pour toi, non? C'est pour moi? Pour qui veut, pour qui veut. Non. Alors, effectivement, ça, c'est la question. Et justement, je dirais que je voulais rebondir sur ton point sur l'apprentissage. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans le domaine du nucléaire, on doit faire du premier coup. On ne doit pas prendre de risques, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est juste impossible. Toutefois, en innovation, j'allais dire c'est presque tout le contraire. On se met dans une démarche l'innovation, c'est explorer une nouvelle idée, répondre à un nouveau besoin dans une zone d'incertitude. Si c'est pas incertain, c'est pas de l'innovation. Donc, quand on est dans une zone d'incertitude, et ce qu'on essaye de dire à nos collaborateurs, dans cette zone d'incertitude qui est délimitée par votre projet d'innovation, l'important, c'est surtout d'appliquer, bien sûr, des méthodes qui sont assez simples et du bon sens, et surtout, bien dresser les hypothèses dans lesquelles on se trouve, identifier les tests à réaliser pour lever ces hypothèses-là, tirer les enseignements, apprendre, comme tu le disais tout à l'heure, et puis, éventuellement, et on les encourage à ça, itérer. Et pas foncer, tête baissée, vers la bonne idée, parce qu'on a envie de construire quelque chose qui nous pense être la meilleure des options. Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait effectivement avec les autres, avec bienveillance, en étant à l'écoute des utilisateurs, des clients, des parties prenantes. En étant à l'écoute des écosystèmes, et parce que tout seul, même si je dois l'admettre, chez Orano, on a énormément de compétences, mais on n'a pas toutes les compétences. Et on saurait développer toutes les nouvelles technologies, mais ça nous prendrait du temps. Et donc, on préfère s'appuyer sur vous, sur l'écosystème des startups, des TPE, des PME, qui ont développé des compétences assez uniques et qui nous permettent, en s'appuyant sur elles, d'accélérer nos cycles d'innovation. Et donc, tu disais, l'innovation, c'est effectivement, quand on parle d'innovation, souvent on pense à la techno. La première chose, nous, qu'on essaye de faire et qu'on essaye d'expliquer à nos collaborateurs, c'est avant tout un état d'esprit. C'est activer nos richesses humaines, les femmes et les hommes du groupe, qui vont être à la manœuvre pour oser le changement, pour oser faire ce petit pas de côté, pour accepter le droit à l'erreur, qui sont devenus maintenant dans une démarche d'intelligence collective. Et ces 3 points sont devenus des valeurs du nouveau leadership modèle d'Orano, et donc qu'on applique au quotidien. Mais c'est un long chemin. Voilà, parce que le changement, ça nécessite effectivement beaucoup de courage et de persévérance. Mais on en a. Oui, pour compléter ce que tu dis, Nathalie, je vais peut-être parler de la partie formation, mais c'est vrai que tu dis, on dit souvent, c'est difficile dans le nucléaire de bouger les choses. Quand on sait faire une chose d'une certaine manière, pourquoi faire autrement? Si, c'est parce qu'on a des défis sur plusieurs décennies, des défis de construire plus vite, plus performant, parce qu'on a des besoins en énergie énormes en France et dans le monde. Et puis vous connaissez les sujets des enjeux climatiques. Et pour tout ça, effectivement, ça nécessite beaucoup de compétences, des compétences à la fois expertes, des compétences techniques, des moyens humains, des femmes, des hommes. Et on établit des plans de charge à 10 ans qui nous démontrent qu'on manque de force, manque de force en France et même dans d'autres pays. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'actions de formation, de sensibilisation pour ces métiers d'aujourd'hui et de demain. Sachant qu'en plus, ce sont des métiers plutôt très stables, puisqu'on peut faire une carrière dans le nucléaire si on le souhaite. On peut se reconvertir dans le nucléaire si on le souhaite. Et vivre des choses absolument passionnantes sur des projets de long terme qui apportent. Vous l'avez compris, si vous avez de l'énergie dans vos maisons ou dans vos villes, c'est un peu une nécessité absolue. Et il y a donc par exemple, beaucoup de
comment dire, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu et notamment l'Université des métiers du nucléaire qui a été co-construit au sein de la filière. Donc ça s'appelle l'UMN, Université des métiers du nucléaire. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur ce site qui est très très bien fait. Ça répertorie énormément, ça répertorie tout simplement tous les métiers. Les niveaux de compétences, les niveaux de formation, les endroits où on peut trouver ces formations. Et voilà, je pense qu'on a besoin des nouvelles générations qui sont, elles, plus à l'aise avec l'innovation, qui ont moins peur et qui pourront fortement contribuer au défi du nucléaire. Je voulais juste rajouter un exemple peut-être assez parlant sur CSC. Typiquement, il y a eu des problèmes de corrosion sous contrainte sur pas mal de centrales. Et je pense qu'EDF a été très moteur sur la formation, puisque en fait, ces réparations se font avec des systèmes de tête orbitale fil chaud. Donc, c'est des technologies qui étaient assez peu utilisées. Et je sais qu'il y a eu, il y a eu toute une gamme de formations au travers des réparateurs pour être formés avec énormément d'or et de choses comme ça qui étaient aussi piloté par EDF, quoi. Voilà. Effectivement, sur la corrosion sous contrainte, on a été vraiment au pied du mur. Donc, on a exploré plusieurs technologies en parallèle avec l'appui de la filière et des soudeurs. Et on a réussi relativement rapidement à remettre tout notre parc d'aplomb en remplaçant ce qui devait être remplacé. Donc, c'était quand même dans un temps assez contraint. Donc, on n'a pas mis des décennies pour le faire. Donc, on sait aussi le faire. Donc si je reviens sur le PR2, quand même, je vais en parler. Donc je vous ai dit que c'était pas une révolution, hein, c'est une évolution de l'EPR qui lui-même est une évolution de nos réacteurs, parce qu'effectivement, avec les contraintes que tu as citées, Massimiliano, on peut pas difficilement faire la révolution sur un réacteur nucléaire, ou alors ça prend pas mal de temps. Mais pour nous, on est dans une logique relativement court terme. On veut commencer à construire un premier réacteur en 2028. Donc on est sur une évolution. Mais la révolution, elle sera peut-être sur la façon de mener les chantiers pour justement réussir à faire ce 6e EPR2 et peut-être les suivants. Il y en a aussi 8 qui sont optionnels après. En 70 mois, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Quelles innovations on va déployer? Pour tout vous dire, on ne sait pas encore. C'est vraiment une réflexion qui est en cours. Les équipes côté projet et construction d'EDF sont en train de plancher. Pour être prêt en 2028 à commencer à couler du béton nucléaire et à déployer des méthodes qui sont performantes. Alors on a un chantier en Angleterre qui a Hinkley Point qui nous permet de tester des choses, notamment en matière de numérique. Parce que si on regarde le chantier Flamanville, il a commencé en 2007. C'est l'année de sortie du premier iPhone. Donc à l'époque, pas d'IA générative, pas d'analyse d'image, pas d'IoT, même pas de smartphone, c'était le début. Donc on est vraiment dans un environnement technologique qui est complètement différent. Effectivement, on peut maintenant envisager des choses qu'on n'envisageait pas avant. Par exemple, pour mesurer le suivi du chantier, on peut faire des survols avec des drones, analyse automatique d'images pour voir la construction des bâtiments, à quelle vitesse elle avance, est-ce qu'on est en phase avec le planning ou pas, et qu'est-ce qui peut coincer. On a parlé tout à l'heure pour le démantèlement de scans 3D. C'est des choses qui peuvent être également appliquées quand on a installé sur notre ferraillage, avant de couler du béton, des platines par exemple pour installer du matériel. Plutôt que de prendre son double décimètre et de mesurer que tout est bon, on peut aussi faire des photos ou des scans 3D et derrière avoir des algorithmes d'analyse qui vont aller beaucoup plus vite que ce que l'humain ferait. Ça, c'est les pistes qu'on envisage. Après, il y a tout un aspect logistique qui est particulièrement impressionnant parce qu'on parle de chantiers qui, au pic, mobiliseront environ 8000 personnes. Donc, il faut gérer des flux de personnes sur le site. Donc là, la simulation numérique, les algos d'optimisation peuvent être très utiles. Et les pièces aussi qui doivent être stockées, gérées pour être disponibles au bon moment, au bon endroit. On parle là aussi de milliers de pièces, avec l'IoT qui peut être utilisé pour tracer et suivre et éviter qu'on perde la vanne Tartampion au fin fond du chantier. Ça peut être des outils qui seront très précieux. J'ai parlé d'apprentissage tout à l'heure. Effectivement, si on veut
s'améliorer au fur et à mesure des chantiers. Il va falloir qu'on capitalise ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu parlais de droit à l'erreur. Effectivement, il faut réussir aussi à avoir une culture où se dire le chantier, la partie de chantier que je gère, elle a pas marché. Je le capitalise pour que les suivants, parce que sur 6 centrales qu'on veut construire, ça va s'étaler quand même sur un certain temps, pour que les suivants ils puissent avoir l'information au moment où ils le feront et puissent tirer parti de ce retour d'expérience. Il ne faut pas que ça soit des milliers de pages de papier impossible. Donc peut-être que les LLM nous donneront un coup de main pour digérer tout ça et structurer tout ça. Et puis il y a les modes vraiment de fabrication, et c'est là peut-être que ça rejoint l'activité de ton entreprise, Roland, sur comment on peut faire de la préfabrication, des modes de soudage différents. Effectivement, on a nos modes de soudage qui sont qualifiés, qui sont assez lents, qui sont assez manuels. Est-ce qu'on peut accélérer avec du soudage mécanisé, d'autres technologies de soudage et de la préfabrication en usine aussi. Tout ce qu'on fait en usine, c'est du temps gagné sur le chantier. Le chantier, c'est un espace quand même assez contraint, avec beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Donc tout ce qu'on a pu faire ailleurs, tranquillement, au calme, chez Roland peut-être, on le fait. Et c'est là que c'est très important pour EDF, pour ces aspects industriels, de travailler vraiment avec la filière, parce que EDF n'est pas un fabricant de tuyauterie, n'est pas un soudeur, n'est pas un chaudronnier, n'est pas un génie civiliste. Et donc, nous, on travaille avec tous nos partenaires. On essaie de faire quelque chose d'intégrer, une entreprise étendue, pour travailler avec eux. Par exemple, Eiffage a le contrat du génie civil pour les EPR2 de Panly. On travaille de manière très étroite avec eux pour voir comment on peut accélérer le chantier. Ils ont leur façon de voir les choses, on a les nôtres. On fait une rencontre entre ça et on avance comme ça. Mais c'est un chantier qui est encore ouvert, de savoir comment innover sur un chantier de PR2. Donc peut-être dans quelques années, je pourrais revenir vous faire le bilan de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à quelques questions du public, il y a un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, l'IA générative. Est-ce qu'il y a des limites à l'application de l'IA dans le nucléaire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec l'IA dans le nucléaire, ou est-ce que ça va être un outil qui va être vraiment disruptif dans la filière? Je vais faire une petite introduction. Vous n'êtes peut-être même pas tous au courant. On sait qu'il y a des limites dans nos domaines qu'il faut qu'on identifie. On est en train de on va lancer une journée pour les spécialistes et du nucléaire et de l'IA. Une journée donc pour réfléchir à comment faire bien et ensemble. Notamment l'IA, on sait que ça peut être un avantage compétitif. Donc quand on parle de collaboration, de mettre en commun, c'est pas toujours évident, parce que c'est souvent le business model de certaines entreprises. Je vais développer mon IA pour tel ou tel sujet. Mais voilà, on va travailler déjà de manière collaborative. C'est quand même ce qu'on doit faire au GIFEN sur ce sujet. Et effectivement, un des fondamentaux, ça va être quand même bien le management de toute cette connaissance qu'on a accumulée et qu'on accumule encore. Alors moi, je voudrais juste compléter sur le sujet de l'IA. L'IA, j'aime bien dire, tu parles de l'IA générative, j'aime bien distinguer l'IA qu'on va appeler classique, conventionnelle. On en fait depuis toujours, et je pense que chez EDF aussi, on a toujours généré des données dans le cycle du combustible nucléaire, dans les réacteurs, j'imagine aussi, chez vous, j'imagine aussi, et donc sur la base, là, c'est des technologies qui vont du computer vision jusqu'au machine learning, en passant par tout un tas d'autres technologies, pour quelque part donner de la valeur aux données. Pour la maintenance prédictive, pour l'anticipation, pour le contrôle de la qualité, etc., en ligne, etc. La révolution, effectivement, et c'est une révolution de l'IA générative, il faut juste pas... ce que j'aime dire, c'est ne pas confondre IA conventionnelle et IA générative. Du point de vue d'Orano, on travaille déjà... Les enjeux, je le disais tout à l'heure, nos documents ne sont pas historiques, ne sont pas toujours dans un état qui permet d'être lu, analysé par les IA génératives classiques, du coup.
Du coup, nous, notre enjeu, c'est de s'assurer de s'associer aux bons partenaires. Et d'ailleurs, on est heureux de partager que BPI France nous soutient dans le cadre d'un programme collaboratif sur l'IA générative qui s'appelle Dexter for LLM, en partenariat avec ProBayes, je ne sais pas s'ils sont là, qui est une start-up rachetée par la Poste il y a quelques années, et l'école d'ingénieurs, le CE, pour justement développer des LLM qui seront capables de lire des documents multiformats, multimodaux, qui vont aller chercher des plans dans les documents, des PNID, des formules chimiques, rappelez-vous, on est des chimistes, etc., et qui ne vont pas que lire des mots. Mais nous, notre enjeu, ça va être surtout et on considère l'IA, qu'elle soit conventionnelle ou générative, comme un outil. Ce n'est pas une fin en soi. On l'activera si effectivement elle répond à une problématique, à un besoin qu'on a. On ne va pas déployer l'IA générative pour faire de l'IA générative. Ça n'a pour nous aucun sens. Et on favorisera souvent, pour l'instant beaucoup, les collaborations avec des prestataires, des partenaires qui sont des spécialistes dans le domaine, ce que l'on fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines. Là, je peux juste vous dire qu'on est super fiers avec mon équipe d'avoir développé des parseurs qui permettent d'aller chercher les meilleurs IA open source, IA générative open source, pour répondre à une problématique donnée. Voilà. Mais c'est un outil, c'est important. Mais encore une fois, c'est un outil qui, associé à d'autres outils, d'autres technos, vont faire que les technos vont aller encore plus loin. Et là, c'est le iX0 dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, en complément, je pense que tu as bien fait le tour déjà du sujet, Nathalie. Effectivement, pour tout ce qui est aspect data science, analyse de données, analyse d'images, on est déjà très utilisateur. Vraiment, la question qui se pose, c'est dès que ça touche à la sûreté nucléaire, par exemple, si on fait un calcul pour démontrer que notre centrale est sûre, il faut qu'on montre à l'autorité de sûreté nucléaire que notre code de calcul, il est qualifié. Donc il résout telle équation, il est valide dans quel cadre. Et si on veut remplacer ça par du machine learning, on peut gagner du temps. Un calcul qui mettrait des jours, il peut aller très très vite une fois qu'on a entraîné le modèle. Mais après, il faut être capable d'aller expliquer à l'ASN qu'on a confiance à 100% que le calcul est juste. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc l'utilisation directement du machine learning, c'est un chantier. Je pense que l'ASNR travaille dessus, la NRC travaille dessus aux États-Unis. C'est un chantier très difficile. Pour ce qui est des LLM, bon, quand on est Électricité de France, on voit une opportunité déjà de vendre de l'électricité. Hier, il y a eu des annonces aux États-Unis sur 10 gigawatts électriques de data center par Nvidia et OpenAI. Bon, on ne va pas construire nos EPR2 suffisamment vite pour les alimenter. Donc, il va falloir trouver un autre moyen plus rapide pour déployer de l'énergie, de l'électricité décarbonée. Mais les LLM, on est vraiment, on va dire, dans le boom. Je pense qu'on n'a pas encore digéré la techno. Ça peut avoir un certain intérêt sur des aspects documentaires. Nos dossiers de sûreté, ils font des milliers de pages. Alors aux États-Unis, il y a des projets pour utiliser de l'IA générative pour, sur la base de tout ce qui existe déjà, générer des dossiers qui après, bien sûr, devront être relus et tamponnés par les personnes compétentes. Mais ça peut être un pré-travail qui fait gagner beaucoup de temps, parce que c'est vraiment des activités qui sont très chronophages, qui font travailler des centaines de personnes pour faire les dossiers. Ouais, moi, je voulais juste rajouter deux choses. C'est, par exemple, on parlait de dossiers. Aujourd'hui, on a un logiciel IA là, qui nous fait les dossiers pratiquement en automatique. Alors, il faut quand même les relire, mais en effet, ça nous fait gagner du temps. Et après, c'est la partie confidentialité. Je sais que ça c'est souvent un problème. Voilà, et où sont stockées les données. Alors, dans un grand groupe, on peut peut-être avoir des choses un peu plus fermées. Après, sur des PME, c'est plus compliqué d'avoir son précaré là-dessus, quoi. Voilà. Effectivement, juste pour finir, effectivement, sur ce point de l'IA pourra permettre, quelle que soit l'IA d'ailleurs, permet de gagner du temps, mais on aura toujours besoin d'experts pour valider ce que raconte l'IA. Parce que vous avez dû tous le tester en IA générative, ça peut raconter n'importe quoi. Donc ils aiment bien parler, donc elles disent tout ce qu'elles veulent. Et puis le deuxième point, sur ce sujet de confidentialité des données, évidemment c'est critique. On ne mettra jamais, en tout cas chez Orano, nos données confidentielles sur les outils qui ne sont pas sécurisés. Voilà, donc on travaille à développer des solutions qui nous permettent effectivement d'utiliser ces outils pour
des données qui sont confidentielles, bien sûr. Merci. Bon, si la question était est-ce qu'il y a de l'innovation dans la filière nucléaire, vous avez bien compris que oui, il y en a même beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la salle? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une ou deux questions? Oui. Soit vous vous levez, vous parlez fort, soit vous venez ici. On prend toutes les questions et après on fait en réponse. Alors, je répète à le micro parce que ceux qui sont en ligne peut-être peuvent ne pas avoir entendu. Il y a une question sur les SMR, on répondra à la fin. Et une question importante sur le nouveau matériau. Si vous souhaitez un peu répondre sur ça. En tout cas, là, je pense que la question est claire. Nouveaux matériaux, quel programme avez-vous ? Ça fait partie. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce qu'on a quand même un petit jardin secret. On vous raconte déjà beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on a une petite plateforme qui s'appelle Orano 4.0. Vous pouvez aller voir les cas d'usage que l'on traite, ce qu'on veut bien partager avec vous. Il y en a beaucoup. Sur les sujets des matériaux, on a une veille très active sur ces sujets-là, bien sûr. Mais avec plaisir. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Mais on va même beaucoup plus loin vers des matériaux auto-cicatrisants, etc. On se prépare dans 50, 60, 70 ans. On en reparlera si vous voulez, mais peut-être laisser la place à d'autres questions. Julien, tu veux répondre sur la partie matériaux ? Non, effectivement, il faut juste garder en tête que dès que c'est un matériau qui est dans le cœur du réacteur, on doit démontrer qu'il tient l'irradiation, la corrosion et le milieu auquel il va être soumis. Et donc ça prend beaucoup de temps de qualifier les nouveaux matériaux, mais on le fait. On a des projets sur le combustible, mais c'est des projets à long cours qui prennent des décennies. Oui, sur les SMR, je vais répondre à la fin. Allez-y. Alors, les EPR de quatrième génération, est-ce que c'est un problème de nomenclature ? Je pense que ça n'existe pas. Alors, oui. Ça, c'est autre chose. Effectivement. Alors, le PR2, comme je disais, ça reste une évolution. Donc, c'est un réacteur à eau pressurisée, comme ce qui fonctionne actuellement en France. La quatrième génération, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est plus en rupture, effectivement, comme Superphénix, des réacteurs à neutrons rapides. Donc, tu parlais, Massimiliano, en introduction, de fermer le cycle du combustible. Ils servent à ça, ces réacteurs. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours actuellement au sein de la filière nucléaire. Et puis, des petits acteurs aussi, que Massimiliano connaît bien, qui travaillent sur le sujet. Mais vraiment, la priorité pour EDF actuellement, c'est de construire et déployer les 6 EPR2 dont je vous ai parlé. On voit encore la quatrième génération comme après ces 6 EPR2.
Et je réponds aussi sur la partie SMR à la question qui était posée. Les SMR à eau pressurisée, également, c'est des innovations qui vont venir, sur lesquelles EDF travaille avec New World, sur lesquelles plusieurs acteurs travaillent en France. Nous avons été opérateurs d'État pour l'appel à projet que vous connaissez. Donc là, on est dans des niveaux d'innovation qui regardent vraiment le concept et le design même de réacteur. Donc on est encore plus loin. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? On a 40 secondes. Et s'il n'y en a pas, je vais profiter pour remercier à nouveau nos intervenants pour ces échanges très très riches. On a vraiment touché clairement l'ensemble des sujets innovation dans la filière nucléaire. Et donc, on n'a qu'à déployer maintenant. On a confiance. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Optimisme, volonté, proximité avec vous, avec les startups, les TPE, les PME. Donc, je crois que la filière compte aussi sur l'ensemble de l'écosystème pour accélérer ces cycles d'innovation. Merci pour votre aide. Merci beaucoup.